Mesdames et messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver ce dimanche pour l'exercice avec notre consultant politique. C'est le décryptage chez vous. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Baforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et merci également à ceux qui nous suivent depuis nos canaux digitaux. Alors ce matin, nous avons eu deux entretiens. Le second avec Karine Boundi qui a expliqué quelque peu le mouvement jeudi noir. On y reviendra peut-être dans la suite de nos échanges. Mais attardons-nous quelque peu sur le premier entretien qui recevait en direct le secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Mamoussou, qui est revenu un peu sur les tenants et aboutissants de cette marche avortée de la dernière fois. Il a expliqué, il s'en est pris à l'autorité publique, etc. Alors, la partie sur laquelle nous allons opiner ce soir, c'est son appel aux partis politiques, concrètement, qui disait que ces partis ne sont pas visibles sur le terrain, alors que les responsables s'en est pris énormément à Joseph Diogbenou, le président du parti Union Progressiste de Renouveau, qu'on connaissait quand même au front, ou qu'on a vu au front dans un passé récent. Il disait qu'il ne comprenait pas que ces partis se taisent aujourd'hui dans une situation factuelle. Voici ma question, Agapit Napoléon Baforican. Qu'est-ce qu'on peut espérer concrètement des partis politiques face à cette situation que nous vivons tous? D'abord, je pense qu'on est allé très très vite. Sinon, il va d'abord se demander, mais pourquoi les syndicalistes tirent-ils à marcher coûte que coûte? C'est un mouvement d'expression. Oui. Après, dynamique. Après, il peut y avoir plusieurs manières de régler un problème du genre. Il a expliqué aujourd'hui qu'il y a une certaine mutisme au niveau du gouvernement à écouter leur doléance. Voilà, donc du coup, il y a un besoin. Il y a un besoin de faire parler à l'opinion. Mais, et après la marche. Il se réserve le droit de faire ce qu'il y a. Je pense qu'on peut innover, on peut trouver mieux. C'est vrai que le silence apparent pourrait disons, ressembler à une sorte de manque de considération, mais ils ont été reçus avant la marche avortée du 27. La marche, même pas avec du concret selon ses explications ce matin. Oui, les concrets viennent toujours après. C'est vrai que moi je me suis désolé un peu du fait que les ministres en charge du dialogue social n'arrivent pas à tenir quand même le rendez-vous, et je continue de le déplorer. Je pense qu'il faudrait tout au moins expliquer aux partenaires sociaux, trouver un mécanisme d'échange avec les partenaires sociaux et leur expliquer ce que fait le gouvernement, ce que peut continuer à faire le gouvernement, ce que le gouvernement ne peut faire, ne peut plus faire. Cette affaire de vie chère n'est pas créée par le gouvernement. Le gouvernement a renoncé à aucun acquis social qui a entraîné la flambée. Nous sommes dans un village planétaire, nous sommes dans un carrefour mondial où les atermoiements ici et là, les fluctuations ici et là, les évolutions conjoncturelles ou structurelles pèsent et impactent directement les produits. On a vu à la télévision nationale comment les gens convoyaient des camions énormément chargés vers des pays limitrophes pour vendre. Alors donc, il y a des raisons sérieuses. Et normalement, le rôle des cadres, des populations, c'est d'accompagner le gouvernement dans le travail qui est fait, notamment dans la dénonciation de ces commerçants qu'on disait véreux sous le PPB et qui ne sont pas différents, lorsqu'ils préfèrent, disons, affamer l'interne et convoyer vers l'international avec simplement comme ambition le goût du gain facile. Mais c'est pas nouveau, Agapit Napoléon Baforican. On sait que ça a toujours existé, ça continuera d'exister, mais que fait-on pour complètement endiguer cela? Ce qu'on doit faire, le on là, c'est les populations. Vous ne pouvez pas crier qui a vie chère. Les politiciens, vous ne pouvez pas crier qui a vie chère. Vous ne pouvez pas crier qui a vie chère et laisser les produits sortir du pays. Comme je l'ai dit, lorsqu'il y a vie chère, vous analysez qu'est-ce qui sont les tenants et les aboutissants de cette vie chère. Qu'est-ce qui est cher en fait? Alors pourquoi c'est cher? Donc, en se posant la question, on pourrait sur les solutions et donc les endiguer. Le gouvernement a sans doute sa part, c'est sûr, le gouvernement n'est pas. Mais moi je parle des populations elles-mêmes qui assistent à cela et qui ne disent pas, qui ne laissent, et ça circule sur nos voies. Et ça quitte le pays par divers canaux. Donc, c'est d'abord là, à mon humble avis,
que les syndicalistes, parce qu'ils sont les travailleurs. C'est sur ça qu'ils vont travailler. Et quand ils auront fini de travailler sur ça, ils feront un rapport au gouvernement et ils attendront les audiences. Ils utiliseront les canaux qu'il faut. Moi, je suis convaincu que le chef d'État les rencontrerait s'il engage ce type d'action. Maintenant, il a pouvoir dire au gouvernement ce que l'on a fait. Vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Nous attendons ceci, nous n'attendons pas. De parler de la mer, mais les gens fait. C'est une donnée normale du libéralisme. C'est ça, au libéralisme. C'est le système. Soit l'État s'occupe de tout, soit l'État s'occupe de rien. Alors, on peut pas à l'État de se désengager du commerce, par exemple, et avant, il y avait un corps des contrôleurs de prix, je l'ai déjà dit une fois. Mais sous l'ajustement structurel, on a demandé que ce corps disparaisse. Mais dans un pays comme le nôtre, où les gens fonctionnent à la baïonnette, il faudrait des moyens de coercition solides. Mais il a dit arrivé que le gouvernement fixe des prix sur certains produits. Le gouvernement fait l'effort de subventionner certains produits. Et donc, maintient les prix. Il y a 2 ans, lors de cette vague de la vie chère, le gouvernement a listé les cas dans lesquels il a renoncé à lever les taxes. À l'entrée parfois. En circulation interne pas souvent. Donc, le gouvernement a subventionné plusieurs produits. Donc la subvention n'est plus la solution, puisque on est encore dans un... Ça ajoute pas le nombre. Ajouter les débatteurs, ils vont faire quoi? Les populations ont besoin de coproduire ces notions-là de renseignement. Donc, ce n'est pas tout encore. L'évolution des prix à l'international sur certains produits de consommation, parfois complaisante. Le riz japonais avec le riz asiatique, les produits congelés, les vins spiritueux, les matières de construction, les matériaux de construction qu'on n'utilisait pas avant et qui deviennent de plus en plus utilisés, carreaux, et les tuiles de différentes formes, par exemple, la vitrerie, l'aluminium, tous ces éléments qui n'ont pas envie de l'avoir chez soi. Avant, le paysan lambda n'était pas perdu. Il élève sa case, il élève ses murs et il couvre sobrement. Aujourd'hui, tout le monde veut également. Et c'est à bon droit. Le paysan devient ambitieux. Mais il a le devoir, je veux le dire, d'être ambitieux. C'est son droit. Mais il regarde l'autre qui bavarde du matin au soir et qui continue à côté. Et lui, il est au champ, il transpire. Et lui, il a oublié de rouler une moto dont le vibre crée des problèmes régulièrement, ou bien le carburateur. Et l'autre a 2-3 véhicules qui garent. Rien de fondamental. C'est logique. Qu'il augmente ses prix pour avoir ses ristournes. Bon, moi, au moins là, je contrôle ma matière. Donc, je en fais ce que je veux. Au même moment, il faudrait lui expliquer, oui, tu en fais, mais au nom de règles de la communautarisation, de vivre ensemble, tu dois tenir compte des réglementations internes. Tu ne peux pas sortir des produits. Mais alors, il monte les prix. Avant, les gens parlaient de l'ONASA. Oui. Mais d'accord, mais dans un État qui doit se désengager de certaines choses pour se concentrer sur d'autres, le NASA devient alors une option. C'est à prendre, on prend ou on ne prend pas. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas voir l'État, le gouvernement. Quand c'est ces choses-là, on dit le gouvernement. Quand c'est pour exercer les réseaux sociaux du matin au soir sans travailler, on dit que c'est la liberté. Mais si vous ne travaillez pas, comment vous voulez que la richesse soit coproduite? Comment vous voulez qu'on vous partage les fruits? Déjà, l'État s'occupe de ces fonctions régaliennes, comme la sécurité, comme la représentation à l'extérieur. Oui, mais la sécurité alimentaire également, ça fait partie de ces fonctions régaliennes. Oui, c'est ce que je vous dis. Oui, on est d'accord. Mais la population, la population, si l'État a envie, si l'État maintenant fixe les prix partout, il va mettre un policier derrière chacun. On a déjà pris des habitudes. En fait, il faut que le bureau sache ce qu'il veut. Et que
des leaders d'opinion à divers niveaux essayent d'accompagner la dynamique politico-sociale et surtout le vivre ensemble. C'est là qu'il faut faire des débats. C'est ça, c'est la question aussi sensible comme ça. Alors, vous devez demander, mais quelle est la place des partis politiques? Oui. Mais justement, les partis doivent expliquer aussi ces choses-là. Mais est-ce que tout le temps on va interpeller les partis? Ils nous écoutent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas pire sous que ce que je veux rien entendre, et puis il y a que ce que je veux voir, du temps, non? Oui. Alors, s'ils n'ont pas de stratégie, ou si c'est une stratégie pour eux de ne pas répondre, ils ne répondront pas. Donc, pour moi, je pense que dans la politique, peut-être, complication des partis politiques, il n'est pas question donc d'intervenir systématiquement sur les sujets. Donc, en clair, ils n'animent pas encore la vie politique nationale. Bon, on peut leur comprendre, c'est des nouveaux partis, mais il y a quand même, ils contribuent alors à la pauvreté du débat et au fait que tout le monde s'acharne contre une ou deux personnes qui interviennent sur ces questions-là. Oui, parce qu'ils ne convainquent pas, ces deux personnes ne convainquent pas. Non, il n'y a pas à convaincre, il y a à expliquer. Oui, mais il n'a pas à convaincre. Mais quand ce n'est que deux personnes, une personne, deux, cinq, qui expliquent, là où 20 aurait pu expliquer, le membre du gouvernement, là où deux, et partout, 109 députés auraient pu expliquer tout le week-end, sous Boni Yahi, c'est ça un peu. Je sais de quoi je parle. Il faut, vous voyez, nous sommes dans un pays où c'est la répétition. Parce que lorsque vous passez, vous dites pour vous, vous partez, l'autre revient. Et puisque les gens ont fait, les gens sans problème, ils captent vite la désinformation que ces informations officielles. Donc il faut leur actionner ça. Il faut y aller de manière constante, dynamique et leur expliquer pourquoi ils ont fait. Tout le temps. Leur expliquer tout le temps pourquoi ils ont fait, en fait. C'est ça la méthode. Leur expliquer pourquoi certains prix flambent et comment ils peuvent aider, eux aussi, à empêcher qu'on sorte. Comme bon, regardez, si les maïs, des candidats aussi énormes de maïs sont sortis, naturellement, le gouvernement ne peut pas respirer pour produire du maïs. Et le gouvernement ne va quand même pas subventionner le prix du maïs. Donc ça n'aurait aucun effet. On va tomber sur des choses. Donc, ça fait que ce n'est que ces actions et des populations et des partis politiques et des leaders d'opinion qui peuvent accompagner l'action gouvernementale. On n'est pas en sécheresse, on n'a pas une situation. Ce n'est que pourquoi en étant arrivé là, évolution du marché, évolution des besoins sociaux des paysans aussi, et déperdition de ce qui est, parce qu'avant on ne sentait pas ces choses-là. Nous avions l'autosuffisance alimentaire, on n'a jamais eu de problème. Mais depuis qu'on a les marchés extérieurs, consomme, capte, nous sommes dans la dynamique de la loi de la demande, de l'offre et de la demande. Donc, dans cette dynamique, on ne peut pas dire au gouvernement, tu es le seul responsable. Et donc, si les partis politiques étaient dynamiques sur la question, et il faut d'abord que les députés eux-mêmes comprennent. Parce que lorsque, pour un oui ou non, des questions au gouvernement, ça veut dire qu'eux ne comprennent même pas de quoi il est question. Mais il faut qu'ils comprennent de quoi on parle. Et donc, il faut une interaction entre la majorité et ses représentants à l'Assemblée nationale pour que l'ensemble de chefs de l'État et ses représentants à l'Assemblée nationale, même avec l'opposition, pour qu'ils aient les mêmes éléments de langage à expliquer, pour expliquer. Parce que, vous voyez, l'allégorie que moi je fais sur le terrain peut nuire au message. L'humour que vous faites sur le terrain peut nuire au message. Oui. Donc, la comparaison que l'autre fait sur le terrain peut nuire au message. Donc, il faudrait avoir les mêmes manières de présenter ces choses-là, même si on n'a pas les mêmes manières pour parler, avoir les mêmes manières de présenter ces choses pour pouvoir bien expliquer. Maintenant, on peut expliquer, ne pas convaincre. Parce qu'il y a des gens qui sont bien incrédules. Et comme ils l'ont dit, quand on a faim, on peut vendre la famille, on n'a pas une oreille, on ne va pas manger que les pavés, même si les pavés sont bien, oui, d'accord. Mais on va bien circuler quand même. Donc, tout ça, le gouvernement doit l'expliquer. Et à travers ces ministres, ces directeurs départementaux, mais également à travers la majorité présidentielle. Et sur ce coup, le gouvernement semble pour le moment en vacances. Peut-être qu'il profite mieux sa stratégie pour être sur le terrain. Non, le gouvernement ne peut pas être... on n'a pas comme l'impression qu'il y a des dirigeants dans le pays. Personne, enfin, il n'y a pas de voix. Donc, on n'entend personne. Si ce n'est les syndicalistes qui réclament. Donc, le fauteuil de Patrice Talon est vacant.
J'ai pas encore dit ça. Oui, Je n'ai pas encore dit ça. Il en a encore pour 2 ans. Il en a encore pour 2 ans. Ce fauteuil tellement convoité. Comment pourrait-il être vacant? Non, il n'est pas encore vacant. Il sera vacant dans 2 ans. C'est le meilleur fauteuil du pays. Convoité, pas je ne sais pas combien. Donc, non, il n'est pas vacant. Il n'est pas vacant. Pas moi. C'est la stratégie gouvernementale. Vous voyez, ça met devant le porte-parole qui reçoit beaucoup de coups. Mais je pense que ce qui doit prendre le coup, c'est la ministre. Aujourd'hui, parce qu'il faut défendre le bilan. On n'est plus au moment où on construisait le système. Aujourd'hui, le système est construit. Il faut maintenant défendre le bilan. Et pour défendre le bilan, une seule voix ne peut pas suffire. Il faut les voix conjuguées des différents acteurs qui ont contribué à la production de ces résultats, de ces acquis sérieux. C'est eux qui doivent aussi accompagner. Donc, la stratégie de départ doit évoluer vers une stratégie de communication sérieuse, constante, dynamique, pour qu'il y ait moins de désinformation. N'oublions pas que nous sommes en phase en période de en longue période préélectorale, si on veut le dire, tout le monde parle de 2026. Oui. Alors, ça peut participer aussi d'une action. Tout ça, là, ce regain d'action, d'activisme, peut avoir une cause. C'est pour ça que les politiques doivent comprendre que leur présence est sur le terrain déjà. C'est pas dans les salons fêtrés et dans le bureau climatisé de Cotonou, de Porto-Novo. Il faut qu'ils soient sur le terrain constamment. Il faut qu'ils mouillent le maillot. Et qu'eux-mêmes soient convaincus. Parce que justement, il y en a qui ne le sont pas. Et sinon, on ne peut pas convaincre. Bon, donc, tout ça, les gens doivent mériter leur positionnement. Il faudrait qu'ils mouillent le maillot. Donc, après, le gouvernement prend ces mesures naturellement pour accompagner. Ça, on l'a vu il y a 2 ans. Donc, on a vu quand Covid est arrivé, comment le gouvernement s'est... Mais quand vous avez vu ces choses, vous ne pouvez pas accuser le gouvernement d'inertie. Peut-être qu'ils ne le font pas savoir suffisamment. Peut-être que certains ministres qui devraient monter au créneau. Ils ne le font pas. Et là encore, moi, comme je le dis toujours, les ministères ont des points focaux. Moi, je pense qu'il y en a qui sont totalement inexistants. On ne le sent pas. En fait, vous voyez, il doit y avoir une dynamique. Médias, ces points focaux, donc bureau des usagers parfois, bureau des autres. Donc, pour passer certaines informations, qu'est-ce que le gouvernement fait, qu'est-ce que le gouvernement entrevoit de faire, comment tout ça. Parce que, après avoir dit les journalistes, on fait ci, les journalistes ont fait ça, mais il faudrait leur offrir. En dehors de la direction, en dehors du niveau central, c'est-à-dire la présidence de la République, vous avez rarement, vous avez le MASME qui a peut-être, vous avez l'agriculture, et puis c'est fini. Peut-être du point de la santé. Et les autres sont où? On a l'impression qu'ils sont perdus. Oui, donc si on dit c'est l'État de un point focal en communication. Non, ministère, c'est pas. C'est l'État. Il n'est pas isolé. Voilà. Il reçoit ses ordres de quelqu'un. Donc, on a besoin. Ces personnes doivent être sur le terrain les week-ends. On veut aller faire à Gand, ils doivent aller sur le terrain. Et expliquer dans le petit cercle de belote, dans le petit groupe comment on appelle ça, après la messe, after church, après ça. Donc, en mangeant en famille, on peut discuter. Si eux qui sont autour des ministres expliquent ça, les populations ne sont pas si bêtes, si intelligentes. Ils vont dire. Donc, s'ils expliquent certaines causes, comprendraient, ils soutiendraient leur misère un peu, le temps que le gouvernement prenne d'autres mesures et accompagne. Je pense que ce n'est pas que à ce niveau-là, c'est à tous les niveaux. Directeur départemental, tu fais quoi les week-ends? Chef secteur, chef communal de ci, les cadres, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, vous êtes de l'UP ou de BR ou de je ne sais pas. Oui, montrez-le sur le terrain. Vous voulez qu'ils prennent des Vous n'avez pas besoin de caméra, personnelles? ils n'ont même pas besoin de caméra pour faire ça. Alors, si tout le monde descend, ce serait déjà l'information. Moi, je pense que maintenant, il faudrait peut-être que l'initiative soit prise au niveau de parti pour que les gens soient. Qu'il y ait une feuille de route et que les gens soient missionnés fondamentalement, puisque la situation à un niveau où le mélange avec la présidentielle qui s'annonce, tout ça peut donner lieu à une forme de désinformation et de méchanceté gratuite. C'est-à-dire donc de préparation des personnes, de préparer l'environnement à des troubles à l'ordre public. Et donc, on a exclu, mais il faudrait déjà avoir regard sur ce qui est là.
Un peu comme les mouvements jeudi noir. Jeudi noir et jeudi orange avec l'autre partie, enfin, l'autre partie, oui, avec Okorogoné, j'allais dire. Vous savez, moi, cette histoire de ces trucs-là, même les mercredis rouges, bon, c'est quoi le succès? Ah, ça a eu du succès quand Non, même à l'époque. c'est- Hein. Vous êtes bien placé pour nous Non, oui, je suis pour bien placé. savoir. Non, 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 non. Vous savez, tant que c'est dans une ville, tant que c'est dans une ville, ça ne peut pas, c'est pas ça qui fait chuter un parti. Non, mais est-ce que l'objectif c'est de faire chuter quelqu'un? Je ne sais pas. C'est l'objectif, bon, donc de Ça se fait entendre. Bon, en fait, L'objectif c'est de se faire quand entendre. vous faites vos jeudis noirs là, vous êtes sûr que vous parlez les gens parlent du noir. Vous êtes sûr que dans le ministère, si moi je suis ministre, et tu portes noir. Ça peut être une coïncidence aussi. Non, 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 attends. Tu ne vas pas parler de chemise noire, veste noire, chaussettes noires. C'est pour donner la terre. Non, mais attendez. Non, si moi, une femme, je mets une robe noire avec peut-être mes cheveux noirs, ça ne veut pas dire que je suis au mouvement un jeudi. Je t'observe sur moi. D'accord. Hein? Et je prends note que tu es dans ce mouvement-là. On va regarder ton rendement. Si ton rendement est bon, et que tu es régulière en tant que cadre, il n'y a pas de souci. Porte ton noir le jeudi, ou ton rose le jeudi, les samedis. Porte toutes tes couleurs comme tu veux. Mais si tu es cadre, et tu participes à cette bouffe, cette histoire, cette défoulement logique, et tu n'es pas productif, alors tu recevras les sanctions. C'est-à-dire que les procédures normales doivent être enclenchées. Parce que on ne peut pas, les cadres, on ne peut pas comploter contre l'État. L'État, les gens doivent savoir que c'est les populations, donc c'est nous-mêmes. Quand je suis un mouvement, c'est déjà comploté contre l'État? Non, je dis, tant que tu es productif à ton lieu de travail, alors, tant mieux. Mais quand tu n'es pas productif, et tu vas revendiquer quoi? Tu n'es pas capable de produire. Et tu revendiques quoi? C'est, vous connaissez la parole de talent, je reviens encore là-dessus. Homme de peu de foi. Donc, tant que toi, tu es improductif, tu passes toute ta journée sur les réseaux sociaux pour injurier, critiquer, commenter, injurier, et tu attends qu'on te parle que la vie ne soit pas chère. Mais toi, tu fais quoi pour que la vie ne soit pas chère? J'alerte. Non, j'alerte, j'attire l'attention. Il faut que les gens travaillent. Je dirais que ce mot travail est l'un des meilleurs, les beaux mots donc, de toute l'histoire des dictionnaires, et qu'on doit aller au boulot en sifflotant, rentrer en sifflotant. Maintenant, après, si on sort en termes de rémunération, il faut garder le contact avec le patronat et mettre des pressions qu'il faut tant qu'on peut. Mais si vous n'êtes pas capable de produire, mais comment vous voulez consommer? Mais qui va consommer ce que vous produisez? Il y a un problème. Il faut qu'on résolve ce problème. Et donc, je dis peut-être noir ou rose ou violet ou tout. C'est bon. C'est du bon défoulement. Oui, c'est la liberté d'expression. Si ça satisfait, oui. Si ça satisfait les organisateurs, tant mieux pour tant mieux. Mais tu es cadre, tu es responsable. Vous savez, tu es cadre, tu es responsable, tu participes à ça. Tant que ton rendement est bon, parce que ton rendement n'est pas bon, on va te le dire, on engage les procédures, mais toi, tu es responsable. Tu participes à ces histoires. Confirme-nous que c'est oui ou non. Je dis non. D'accord. Mais là, tu produis, toi, voilà le travail qu'on t'a confié administrativement, voilà tes résultats. Alors, si toi-même, tu n'es pas en mesure de produire tes résultats, pourquoi tu attends les autres? Et qui va produire alors? On va discuter. Mais il faut que... Ouais, ce pays a besoin des répliques. Et en principe, celui qui doit répliquer, c'est l'exécutif. Mais en répliquant, il doit préparer son plan d'attaque aussi. Et c'est pas attaquer, c'est pas le plan qui peut manquer. Donc, il faudrait. Alors, quand on dit l'exécutif, ce n'est pas 20 ministres. C'est un peu plus de 20 minutes. J'ai pris la liste en tête. C'est pas quand même 30. On a 22 minutes, c'est pas ça. Mais c'est pas 20 ministres. C'est pas. Donc, vous le président, ministre, DG, tout ça, il faut pas ça. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui doit faire son travail, comme nous faisons ici. Donc, en clair, au fait, face à cette situation, il n'y a pas de solution magique. Mais comment vous Au mieux, ça va se réguler de lui-même. Au pire, à moins que le monde lui envoie ça, comme il envoie des mannes du ciel en ces temps-là. Sinon, quand vous voulez des solutions magiques, il ne peut pas avoir des solutions magiques. Le maïs ne coûtait pas 500 francs avant. Et le prix du maïs, en 2014, ce n'est pas le prix du maïs en 2006.
Le prix du maïs en 2006, d'abord, ils sont pris en 2000. C'est évident. Donc, ces choses sont cycliques. C'est vrai que la revalorisation sociale ne peut pas suivre. Parce que nous ne sommes pas un pays riche financièrement. Les impôts sont portables et non quérables. Et pourtant, 90%, ce n'est pas les pressions aujourd'hui. Par rapport aux entreprises et autres, les gens n'arrivent pas à déclarer les impôts. Et ainsi de suite, à les payer. Parce que nous attendons toujours qu'on nous force. Les TVM, là, on l'a déjà oublié. Donc, il a fallu que le gouvernement remette l'accent là-dessus. Sinon, on a payé ce qu'on a. Si vous voulez rouler voiture, vous devez payer les taxes. Yeah. Hein? Donc, dans ces conditions-là, ça va s'arrêter. Ça ne s'arrête pas. Parce que le prix du maïs, dans 2 ans, ne sera certainement pas 7 francs. Voilà, alors, autant augmenter le pouvoir d'achat. Là, on est sûr qu'on fera face. Qui va augmenter le pouvoir d'achat? Vous ne pouvez pas poser cette question à Agapit. Si j'en pose, on travaille, on produit ensemble la richesse, on la repartage. C'est ça le principe. On produit ensemble la richesse et on la repartage. Si vous savez que vous produisez ensemble, ouais, regardez cette petite entreprise dans laquelle nous sommes. Je continue de le dire toujours, mais quand vous dites aux gens travailler, les gens ont un téléphone. Vous dites, gardez votre téléphone, c'est un drame. Le téléphone empêche-t-il le travail? On ne peut pas être en train de travailler et avoir son téléphone WhatsApp allumé. C'est pas possible. C'est contre-productif. C'est contre-productif. Si votre travail n'est pas lié au téléphone, vous ne pouvez pas le garder. Un journaliste n'a pas besoin d'avoir son téléphone allumé pour rédiger son article. C'est contre-productif. On peut pas la notion de recherche alors. Il va sur le terrain chercher l'information. Il vient, il traite. Donc quand il est à la rédaction, quand il va sur le terrain, il a son téléphone. Quand il vient à la rédaction, c'est pour traiter. S'il a besoin de compléments, il y a les canaux internes qui sont là. Donc, on va me dire, ah, ma famille, mais ta famille, c'est là où tu travailles. Et puis, il y a des numéros à l'interne. Donc, quand on ne travaille pas, moi, je prends le cas d'une petite entreprise, d'un cas, bon, pas petit, mais d'un cas du genre. Alors, où on souffre depuis 2 ans à dire aux gens, vous ne devez pas. Vous tenez le dos, ils reçoivent le téléphone. Alors, dans ça par exemple, moi, je trouve que j'enrage. Parce que je trouve que c'est inadmissible. On ne peut pas servir Dieu s'entend à la fin. Le travail, on est concentré. Ailleurs, on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de prendre une autre ou bien de sanctionner. Dès qu'on l'a dit, les gens ont compris. Oui. Mais pourquoi on est têtu? On va dire des droits, on oublie qu'il y a des devoirs. Je sais plus de quoi. Partout. La vie chère. Si chacun fait son travail, je suis sûr qu'elle sera moitié moins chère. Parce que les déperditions, les gens qui se faufilent sans travailler, les gens qui sont... Comment vous voulez que des gens soient, que nos réseaux sociaux soient aussi animés du matin au soir? Mais l'intelligence qui est là-dessus ne peut pas travailler. Vous ne pouvez pas en train de tuer un rapport et passer votre temps à répondre aux gens. On dit, ah, je t'ai écrit depuis le matin, tu n'as pas. Mais moi, je peux passer autant sur le téléphone. Mais les gens, c'est à la limite comme un roche. Je t'ai écrit depuis le matin. Mais à quel moment on va passer le temps sur le téléphone à lire les messages de X, Y et lui répondre et au moment de se concentrer pour travailler? Mais si le paysan au champ passe son temps au téléphone, comment il va. Si le pêcheur passe son temps au téléphone, comment ça va fonctionner? Mais c'est cela. On ne l'évoque pas souvent. Moi, j'ai dit, je suis chef d'entreprise, il n'y a pas de téléphone au-delà du travail. Sauf ceux qui ont en mesure, ceux qui sont dans les conditions où c'est utile pour eux. Alors, si quelqu'un ne veut pas travailler, il rentre chez lui. C'est tout. On dit, ah, c'est à télé que ça se passe. Oui, c'est à télé. Parce que on peut pas. Au moment de travailler, les gens doivent être concentrés, produits. Il y a l'heure du patron, il y a l'heure de l'employé. C'est comme ça, en principe. Et ailleurs, c'est comme ça. On n'a pas besoin de le dire. Alors, donc, moi, je le dis à ce cadre ici. Parce que, moi, c'est-à-dire que vous devez, en rentrant ou en prenant votre salaire, vous dire, mais oui, ça, c'est le fruit de mon travail. Mais les gens veulent gagner. À quoi ce sous? Comment tu vas répondre? Ça, c'est le souhait de fin d'année. Hein? Heureusement que ça a disparu avec peu de travail, beaucoup d'argent. J'ai dit d'accord. Moi, je veux l'argent. J'en veux vraiment. Ça, c'est vrai. Mais si moi, je travaille peu pour bureau, et l'argent, là, je vais trouver ça où? Ça vient plus du ciel. Les mains ne tombent plus. Depuis 2001. Même plus. Enfin, non, c'est bien. C'est des années avant, c'est des centenaires avant l'adolescence de Christ. Donc, alors, quand il dit à ce pays, à quoi tu es là, tu vas trouver l'argent là où pour travailler. Donc, c'est du vol, c'est de la concussion. Tu prends là où tu n'as pas semé, là où tu n'as pas droit. Soustraction frauduleuse.
Donc, ou même l'administration voulu et demander, ça, c'est encore une autre cuidance. Donc, c'est pour dire simplement que... Oui, il faut une institution nationale sur le travail, au fait. Oui, il faut une institution nationale sur le travail. Et les amis qui veulent faire le mercredi noir, c'est bien. Moi, j'estime que tant que c'est pas violent, c'est plutôt convivial, moi je trouve ça. Parfois, j'ai vu ça, parfois, le personnel veut faire 1 heure de cité. Le directeur dit, je suis un employé de cette entreprise. Le problème que vous posez m'intéresse. Donc, durant le sitting, le directeur, il enlève son truc et porte un gilet d'employé, il descend, il participe 15 minutes, il retourne, il met sa veste, et il descend, il prend les doléances. Et après, les gens se quittent en convivialité, ils remontent dans leur boulot. Mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'outrecuidance. Parce qu'on sait que il est directeur, on l'a nommé, il a une fonction. Le ministre, il n'est pas né ministre, on l'a nommé. Le chef d'État, on l'a élu. Mais si on a cette notion, le préfet, j'ai écouté aujourd'hui, oui, moi je suis d'accord avec M. Anselme globalement, mais après, c'est l'autorité préfectorale, on lui doit du respect. On doit lui dire, oui, tu ne dois pas assumer en tant que préfet. Mais après, oui, c'est l'autorité. Et ainsi de suite. Donc, on lui dit la vérité. Après, on est en convivialité. Alors, s'il ferme sa porte, mais tant pis, on lui tourne dos. Il va finir par descendre. Donc, c'est un peu ça, à mon humble avis, que ça devrait tourner. Donc, les mercredis noirs, ou jeudi noir, vendredi noir, parfois, peut-être que si je me rappelle moi-même, peut-être que je vais me mettre parfois en noir. En noir, pour leur dire, mais nous sommes tous des béninois. Parce que moi, en même temps, en noir, moi, je viens de travailler. Donc, il n'y a pas de souci. Mon rendement va tenir. Il n'y a aucun problème. Mettez-vous en noir, en vert, en rouge, en jaune, en fait, orange. Mettez-vous tant de couleurs. Alors que vous voyez, ce jour-là, si les BR mettent leur chapeau vert citron, si l'UPA, il faut y mettre leur jaune, et si les autres aussi accompagnent, alors, vous voyez, c'est jeudi riche en couleurs. L'arc-en-ciel. C'est jeudi riche en couleurs. Et ça aussi, c'est beau. Hein? Pas ce temps de grisaille, globalement, politico, économico, peut-être, etc. À vous d'être autant de couleurs, ça fait plaisir. Donc, tout ça, moi, je trouve que c'est ça. Les mêmes personnes qui le disent ne peuvent plus continuer à dire qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, on ne peut pas manifester. Non. Et ils manifestent. Donc, vivement les mercredis, les jeudis noirs, et autant de couleurs possibles, pourvu que les gens aillent travailler, parce que sans travailler, ils ne peuvent pas attendre les retours. Ce n'est pas normal, moralement, éthiquement, ce n'est pas soutenable. On ne peut pas, qui n'a pas travaillé n'a pas de droit au salaire, dit le principe. Donc, que les gens aillent travailler. Là, ils vont soutenir moralement les syndicalistes, parce que les centrales se dégagent, se débattent, se sont fait prendre la dernière fois. Mais attends, mais pour qui ils travaillent? Mais eux, ils travaillent, les centrales d'être. Alors, il y en a plein qui ne travaillent pas. Ils vont au boulot, ils vont se lever, ils ont un téléphone, ils sont pas au téléphone, ils sont allés au marché acheter un truc. Et vous allez voir, ils se faufilent, ils ne produisent pas, aucun rendement. Et c'est d'ailleurs beaucoup parmi eux qui braillent. Vous allez trouver leur relais sur les réseaux sociaux. Mais moi, je trouve que tous ces éléments-là, aucune démocratie ne peut amener un État à ne pas, par exemple, réguler les présences sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est de 22h à 7h. Ah, absolument. Ça, c'est restriction absolument, non. Si. C'est régulation de l'activité. La régulation ne définit pas un timing. Vous savez, même l'UNESCO, il y a une institution, j'ai vu ça, a alerté contre l'usage l'abus de l'usage de portables par rapport aux JE, par exemple. Oui. Alors, le rôle de l'État, tout à l'heure vous parlez de la vie chère, vous dites qu'il faut que l'État devrait. Mais là, quand on dit que l'État devrait réguler l'usage des portables. Pas restreindre, réguler. Bon, la régulation et la restriction. Non, la régulation, c'est ça la restriction. Réguler veut dire créer des conditions de restriction. C'est-à-dire que jouer sur la balance. Une régulation, c'est ça. Donc, 22h à 6h. Moi, si j'ai le pouvoir. Heureusement. Non, je n'en ai pas. Heureusement que vous ne l'avez pas. Que les réseaux sociaux ne vont pas fonctionner de manière bruyante 4, 22h et 6 et 7h. Après,
Là, on doit charger les entreprises publiques de faire en sorte de brouiller ces histoires-là. Carrément. Dans le cadre du travail. Honnêtement. Si les gens sortent lors de la pause, ils ne peuvent pas. Si dans une entreprise privée, tu as du mal à faire travailler les gens, sans le téléphone, quid du public. Les gens doivent travailler avec. Ils passent le temps sur les vidéoconférences, les trucs de. Comment on appelle ça? Les appels vidéo. Bavard. Mais tout ça là, gère. Enfin, crée une situation. Un pays comme le Danemark, vous ne pouvez pas autoriser ça. À cause d'un pays grandement démocratique, mais les gens sont tellement inspirés, sensibilisés, avec une culture du travail telle que vous ne pouvez pas. Dans tous les pays de la Scandinavie. Les pays de Scandinavie. Donc, il y a des peuples. Il faut qu'on aille les chercher. Les Japonais. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand je cherche un produit japonais, on a l'impression que c'est de mauvaise qualité. Aujourd'hui, c'est l'une des attractions. Ainsi de suite. Mais pourquoi eux, ils ont pu atteindre ce niveau et nous, on est ici à réclamer ce qu'on n'a pas produit? Donc, oui, l'État parfois prend des décisions. S'il a affaire à des populations qui ne sont pas sérieuses, à une partie, surtout son élite qui est en perdition, sans boussole, sans repère, l'État a le devoir de la forcer. Hein, pas des canaux que la Constitution lui donne, donc d'utiliser les moyens légaux, hein, mais de coercition pour faire travailler les gens, pour contraindre les populations. Je pense que nous ne rendons aucun service à personne en laissant les réseaux sociaux ouverts du matin au soir. Enfin, je parle de l'internet, le numérique qu'il faut. Donc, du matin au soir où les gens se ruent là-dessus, où ils sont constamment actifs. Et ça, moi, j'estime qu'il faut trouver une méthodologie de régulation. C'est contre-productif. Et ça joue dans la vie chère. Ouais, voilà, merci à Vagapit Napoléon Bafouika. On a parlé également de liberté de presse aujourd'hui. Vous parlez des réseaux sociaux, certainement exprès, puisque dans le classement RSF, eh bien, nous avons certes fait un bon, mais on indexe encore le code du numérique, Vagapit Napoléon Bafouika. À chaque fois, ça revient. N'est-ce pas le moment de finalement régler le problème que pose ce code concrètement par rapport aux journalistes? Moi, c'est le problème que ça pose. Mais pourquoi on y revient tout le temps, chaque année? Parce qu'il y a des gens, des activistes qui soutiennent ça, qui veulent ça. Reporters sans frontières ne doit pas au Bénin. Ils ont des points focaux. C'est des Béninois qui écrivent ça, donc du coup... moi, je ne sais pas si le code a vraiment un problème, si le code du numérique a vraiment un problème. Mais dès lors que depuis un temps, les gens savent... Comme des personnes ont été... Quand vous écrivez, je crois que quelqu'un a écrit contre Djabouénou, et on vous interpelle, en quoi il y a un problème? Moi, je ne comprends pas que... C'est ça que je vous dis tantôt. Nous faisons la promotion de l'absurde, de l'incohérence. La promotion. De l'incohérence. Le principe, la loi dit, toute personne, que vous devez réparer le tort que vous créez à quelqu'un. Vous écrivez des choses qui touchent à l'honorabilité de quelqu'un. On vous interpelle, il a fait boucan dans la propriété. Attends. Finalement, parce que quelqu'un est chef de parti, il n'est même pas, le chef de parti, il n'a même pas un suffrage. Le peuple, il ne détient pas d'un suffrage national pour qu'on lui oppose ça, même parfois. Mais parce qu'il est chef de parti, il doit accepter que n'importe qui écrive n'importe quoi sur lui. Alors, je ne comprends pas. Les gens ne veulent pas dire que la personne commet une faute et on estime qu'on ne doit pas l'État ne doit pas le toucher au nom de sa liberté. Finalement, mais on jette les lois, on brûle les lois, on brûle les prisons, et on laisse tout. Et le jour où on ira voler chez quelqu'un qui n'aille pas à la police, les gens, on va commencer, les gens vont pas braquer en plein jour, qu'on ne demande pas à l'État, et quand la vie, les prix d'arrêt montent, qu'on ne dit pas à l'État de réguler. Il y a quelque chose d'anormal. Et qui est encore des gens bien, des personnes qui ont assumé des responsabilités, vous les écoutez, vous vous demandez, mais est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce qu'ils peuvent faire l'effort au moins d'être moins daoméens et moins béninois? Ça veut dire quoi? Daoméens, c'est tout l'esprit tordu qu'on nous colle, la béninoiserie ou la rouerie. Quand on dit qu'il y a béninoiserie, il y a rouerie, vous comprenez que ce n'est pas des mots normaux. C'est une insulte? Non, pourtant c'est des gens qui sont des béninois comme ça dit ce mot-là. Et ils vivent encore, hein, les deux. Donc, si on dit que
quelqu'un dit que nous sommes intelligents diaboliquement. Par exemple, j'ajoute là. Et je peux ajouter d'autres personnes. Le Badetche Djarambi. Bon, on peut s'en arrêter là pour le laisser. Ah, je peux continuer. Non, on peut s'en arrêter là. Donc, pourquoi on trouve que c'est logique là? On élit un chef d'État et en même temps tout le monde se reconstruit. Il est là pour l'action. Il met en place une équipe et l'équipe devient la cible. Vous expliquez, on vous tague de Clébé. Et voilà l'image du pays. Et tout le monde applaudit ça. Les médias libres, c'est les médias qui attaquent le gouvernement. Mais ils ont beau prendre l'argent ailleurs pour le faire, mais un gouvernement qui a un contrat avec un organe, en quoi ça empêche l'opposition d'y aller? J'ai lu aussi, on parle des contrats qui des limites. L'impartialité. Moi, je limite, non, je limite aucun journaliste à son travail. Commenter n'est pas le travail premier d'un journaliste, c'est d'aller rechercher l'information, il n'a qu'à aller chercher. Oui. Donc, la question de l'environnement, par exemple, combien de médias travaillent sur ça? Combien de journalistes, même qui sont dans le réseau, machin, tout ça, c'est pas séminaires, qui vont sur le terrain réellement pour produire des articles sur le réchauffement climatique? Est-ce que ça là, c'est le gouvernement qui empêche ça? Et on a besoin d'aller sur les champs où il y a les mines, où les militaires peuvent tirer, où les gens, on va dire le gouvernement n'a rien fait. Quand tu es un journaliste mourait sur les zones d'insécurité là, parce que quand une mine marche sur une mine, on va dire, ah, pourtant on aurait pu prévenir, il n'y a pas les renseignements, on ne peut pas l'empêcher, les gens vont dire ça. En fait, cet esprit de critique n'est pas de nature à avancer. Mais comme vous connaissez l'histoire, et on l'a toujours répété, Emmanuel Mounier, l'intellectualiste béninois, teinté de mesquinerie n'est pas de nature à assurer. Mais la critique permet c'est l'esprit de critique qui est mauvais. C'est-à-dire que la critique, d'accord, mais là, ne peuvent critiquer que ceux qui savent, ceux qui sont à l'action. Et la critique doit être modérée. Lorsqu'un ancien chef d'État, un ancien ministre, par exemple, je ne fais pas de la focalisation, non, mais un ancien député, ancien président d'institution, s'attaque à d'autres présidents d'institution. À un autre qui est qui assure les mêmes fonctions que lui aujourd'hui. Alors que quand on fait on regarde dans le rétroviseur, on va trouver plein de choses que lui-même a, plein de non-sens. Tais-toi, laisse-le travailler. Parce que quand tu y étais, c'était pas peut-être quelque part très meilleur. Pour être moralisateur, fais d'abord ton mea culpa. On ne le fait pas. Donc moi je pense honnêtement, reporter la frontière c'est bien. Mais j'estime qu'un pays ne peut pas ouvrir les vannes, notamment en matière de liberté de presse. On doit contrôler. Moi je pense que reporter la frontière doit avoir un critère sur l'action même des professionnels. Comme nous savons bien le dire. Oui. Moi, j'étais en début de ma carrière lorsqu'il y a eu le drame rwandais. J'ai couvert ça. Pas en allant à Kigali, mais en tant que jeune journaliste qui faisait du rewriting, donc je réécrivais les dépêches d'agence. J'ai vécu le drame de la mort en direct de la première ministre rwandaise à l'époque. Agathe Ouamarana, sur RFI, elle criait, ils sont là. Vous voyez comment vous êtes la chair de poule. Mais Radio 1000 collines qu'on a indexé. Si cette radio avait été fermée, et l'UNESCO, et Reporters sans frontières, tout le monde aurait crié, oh là là, entrant dans la liberté de la presse. Mais quand on l'a laissé, on a vu là où c'est allé. L'État a un rôle à réguler. Les indices, c'est bien. On les aime bien quand ça nous favorise. Quand ça ne favorise pas, l'État prend sa responsabilité en disant, bon, moi, j'assume à l'interne le bien-être de ma population. Pour que le vivre ensemble dont on parle puisse être maintenu et renforcé. Mais il faut que les bases soient solides. C'est ça qu'on devrait faire. Alors, l'information est une denrée particulière qu'on laisse trop circuler, à mon humble avis, au mépris des règles élémentaires, donc de la considération de respect mutuel. Il y en a qui se permettent d'injurer d'autres, de prendre des choix de valeur, même si ils vont trop loin. Mais quand ils attaquent le gouvernement, attaquer le gouvernement et ceux qui le défendent, comme si le gouvernement est venu à usurper son positionnement.
c'est le gouverneur de la République. Un Béninois doit être fier de son pays, doit être fier d'appartenir et donc doit défendre partout l'honneur donc de son gouvernement. C'est la moindre des choses. Mais on dit non, voilà, les clébés du régime, ceux qui les défendent, comme s'il y a des gens à part qui sont le régime. Maintenant, toi qui parles, dis-moi, toi tu vaux quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi pour que ça change? Tu bavardes du matin au soir. La rhétorique ne change pas, les contributions au développement. Le bavardage n'a rien. Donc quand l'autre a dit que tel endroit forme au bavardage, enfin, il faut lire complètement, il faut analyser. Hein? Nous bavardons. C'est pour on est heureux d'être quartier latin, quartier crétin. Dans le quartier latin de l'Afrique occidentale. Ils ont même oublié, eux ils n'ajoutaient même pas Afrique occidentale. Quartier latin, on est le quartier latin. Produit quoi? Bavardage. Non, on ne peut pas produire du bavardage. C'est ça, quartier latin, où vous parlez français châtié. Et après, les Français même ne parlent pas français châtié. Ils parlent français de Marseille, ils parlent français de Normandie, français de Breton. C'est ça ils parlent. Nous on dit on veut parler français châtié, quartier latin. Et développement est où? On a la vallée, on fait. On avait les palmeraies. Quand on veut amasser des terres, construire des gratte-ciels, c'est pas vrai, et mourir, abandonner ça, laisser ça aux ruines. Alors qu'on pouvait faire autre chose, travailler. Donc, pour moi, je me dis, le code du numérique n'est pas réellement le problème. Le problème, c'est l'homme des médias lui-même. Est-ce qu'il s'est enfin réveillé? On a fait des états généraux. De toute façon, j'ai une prise de position personnelle en tant que responsable dans les jours à venir. Donc, je n'ai pas envie d'anticiper. Mais je trouve que le problème qui se pose réellement, le Reporters sans frontières, c'est bien, on a gagné des places, c'est bien. Ça a été mal comme ça a été très peu commenté, parce que je sais pas, si on avait perdu, ça aurait fait le tour du monde comme l'événement de la journée. Mais bon, on en a gagné, tant mieux. Si on perd l'année prochaine, bon, les gens vont rattraper ceux qui l'ont oublié. Moi, ça m'est égal. On était premier en 2002, quand ça a démarré. Premier d'Afrique. 5e au monde, en 2002, sous Mathieu Kérékou. Mais donc on a considérablement régressé. Enfin, on s'est réveillé, enfin. À l'époque, Mathieu Kérékou disait, il ne nous considérait pas. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'on considère réellement le journaliste? Justement, donc du coup, c'est pour ça que je dis que le problème à l'interne, nous responsables de l'époque, nous disions déjà que le pouvoir qui viendrait en 2006 ne va pas faire comme de Mathieu Kérékou. C'était un peu comme du laxisme. C'était bon, parce que le principe de Reporters sans frontières, c'est qu'on ne touche rien. Mais dans une affaire privée, enfin une affaire entre l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin, et un organe de presse, quand le restant de l'organe a été condamné et mis sous mandat de dépôt, le tollé général, je me suis retrouvé avec le responsable en question à Paris, et on n'a pu pas Reporters sans frontières. C'est un voyage d'études avec l'ambassade de France. On descend à Reporters sans frontières. Et on dit, il faut, mais vraiment, l'Afrique se regresse. Le pays. Vous voyez, Robert Ménard était dans tous ces états. Non, notre confrère a dit non, pas du tout. J'ai commis une faute au regard de la loi de mon pays. Bon, c'est excessif, c'est vrai, mais la faute était commise. C'est la loi de mon pays. Bon, c'est comme ça que vous prenez les choses. Bon, tant mieux. Il ne comprenait pas qu'on puisse être aussi en éveil et que le confrère puisse être responsable devant ses faits. Père à l'âme de Vincent Folly, c'était lui. C'était ça. J'étais content de lui parce que c'est quelqu'un d'honnête et de droit. Il a dit ça, il venait de quitter la prison. Parce que bon, on l'avait mis sous mandat de dépôt. Sur un test sur les magistrats, l'omerta, un truc comme ça. Bon, donc il a été condamné. Alors, à l'époque, donc, c'est pour vous dire que c'était en 2002. Donc, c'est pour vous dire que, ou 2003, c'est dit que, ou en 2000. Je pense que c'était en 2000, c'était avant les classements. Donc, sur Mathieu Kérékou, il y a eu des cas aussi. C'est pas que rien ne s'est passé. Mais, après de Boni Yahi, lorsque on dit sur Mathieu Kérékou, rien ne s'est passé, oui, d'accord. Mais dès Boni Yahi a dit, dès qu'il a pu fonctionner, il a envoyé ses chaînes de communication pour dire bien,
Les médias, je vous respecte. Si vous dénoncez des choses, je vais en tenir compte. Mais si vous faites des manipulations calomnieuses, on va vous poursuivre. Ça a commencé. Des journalistes ont été mis en mandat de dépôt. Donc, c'est pour dire, les médias doivent se regarder. Les médias ne font pas encore l'histoire au Bénin. Regardez, qui les considère? Ils passent le temps à commenter les promotions des autres. Et quoi après? Pratiquement des prébendes. Et on est devenu les communicants des partis politiques. Voilà, communicants des partis politiques. Mélange entre journalistes, communicants, journalistes, et celui qui est sur internautes. C'est là. C'est pour ça que moi, je dis le code ne me pose pas un problème. La loi est dure, c'est la loi. Maintenant, on peut faire des combats pour changer une loi qui est mauvaise. Mais la loi est dure, c'est la loi. Nos parents ne sont pas allés à l'école, on leur oppose les dispositions des codes civils comme pénal. Donc, ce n'est pas à moi de me lamenter. Moi, j'ai la chance d'écouter français, de suivre les débats parlementaires. Donc, je ne peux pas, mais moi, je ne me lamente pas sur les lois. Et je pense qu'il faut que les gens se réveillent et cessent de se lamenter. Ça reste le défi à relever. Le tigre ne proclame pas sa attitude, il bondit sur sa proie. Et la dévore. C'est un Africain qui l'a dit. Il faut que, franchement, que le Béninois se mette au travail. Vous y revenez. Et que les confrères, les consoeurs, vraiment se disent, il est temps maintenant que nous fassions, que nous rentrions aussi nous-mêmes, médias, dans l'histoire. Mais on dit ça depuis des années. Depuis 8 ans, où le changement, la refondation, tout ça. Ouais, le changement, la rupture. La rupture. Qu'est-ce que vous notez pas? Bon, on attend. On attend toujours les réformes. Non, vous savez, les réformes sont institutionnelles, mais à l'interne. C'est-à-dire que si vous attendez tous l'institutionnel, vous serez toujours là à commenter, à être à la réaction. Et vous-même. Enfin, le mois de mai, c'est le mois de la liberté de la presse. Je souhaite une bonne fête à tous les journalistes comme on aime tellement fête. Ben non, mais je voudrais que nous soyons. Non, c'était pas une fête. Non, c'est une journée en réalité. Oui, c'est justement. Mais on fait quoi? On fait des fêtes. Des défilés de mode. Non, les journalistes, on nous dit de réfléchir sur les enjeux du changement climatique. Nous devons continuer à réfléchir sur notre propre participation au développement du pays. C'est quand on dit ça, on n'est pas clébé de quelqu'un, on est clébé du pays. Et moi, je vais être le premier clébé du pays. Bon, de toute façon, vous assumez votre statut de clébé, donc du coup... Donc, il faut être clébé de son pays. Et non clébé d'un système qu'on ne maîtrise pas. Et qu'on mime maladroitement, finalement, on n'est ni blanc, ni noir. Enfin, on est métissé. À peine mulâtre. Merci à Bagafit Napoléon Mafrican. Je retiens ou on doit retenir que le plus important reste le travail, puisqu'il n'y a pas de solution miracle à cette situation de vie chère. Il faut qu'on puisse tous travailler et comme l'ont dit les dualistes aujourd'hui, sortir de Cotonou et allons chercher nos lopins de terre pour cultiver la terre, pour avoir du maïs, tout simplement. C'est utile. C'est utile. Avoir son jardin, son petit jardin, comme on l'avait sur la Révolution. Avoir ces moments-là. Il y a de l'espace tellement dans le pays. Je salue ce confrère qui l'a dit. Merci à tous, mesdames et messieurs. Allez, nous allons vous laisser pour votre programme Nonuen Bassa. Juste le temps de vous dire que vous pouvez retrouver ce décryptage après le bulletin de la mi-journée ce lundi. Vous pouvez également suivre le décryptage sur nos canaux digitaux en replay, bien évidemment. Canaux digitaux que vous pouvez retrouver sur les adresses le www.etelebenen.com, notre page Facebook eTélé en direct. Vous pouvez aussi télécharger notre application eTélé pour nous suivre un peu plus facilement. eTélé avec vous, pour vous.